Donc, je propose, si vous avez des questions à poser à nos orateurs. Bonjour, je m'appelle Didier. On ne parle jamais d'immunothérapie pour le cancer de la prostate, alors que j'en entends beaucoup parler pour d'autres types de cancers, comme le cancer de la vessie. Qu'en est-il? Pourquoi ça ne concerne pas? Ça concerne une toute petite fraction de la population de cancer de la prostate qui a des anomalies spécifiques en fait dans leur tumeur et qui sont susceptibles de répondre à l'immunothérapie. Je dirais le standard du cancer de la prostate avancé ne répond pas à l'immunothérapie malgré de nombreux essais. Et les essais les plus récents en fait même en association avec d'autres médicaments n'ont pas montré de bénéfices. On sait juste et on connaît ces anomalies pour environ 5% des cancers de la prostate, donc qui ont un mécanisme entre guillemets de transformation particulier qui sont susceptibles de répondre en fait à l'immunothérapie. Normalement, cette anomalie n'est pas faite régulièrement, mais on avait mis en place dans les recommandations de l'Institut national du cancer. C'est assez simple à rechercher en fait au moment du diagnostic. Donc pour des cancers qui sont métastatiques, on peut très bien rechercher cette anomalie avec en effet la probabilité qui reste faible d'être accessible à l'immunothérapie. Mais ça existe pour une population. On est vraiment dans le theranostic, c'est-à-dire l'anomalie qui va justifier le traitement. Pour M. Cusneau, est-ce que vous pouvez nous préciser la complémentarité au niveau du PSA? Il y a le PSA total et le PSA libre, et il y a un rapport entre les deux. Et moi, on m'a fait des PSA depuis 3 ans. Et pour la semaine dernière, pour la première fois, on m'a fait PSA total, PSA libre. Et personne ne m'a expliqué encore le rapport entre les deux, parce qu'après, il y a une notion de rapport entre les deux PSA. Alors, le PSA qui circule dans le sang, il circule sous différentes formes et différentes tailles, en fait. Et donc, il y a une partie du PSA qui est fixée sur d'autres protéines. Et puis, il y a une partie du PSA qui est tout seul, qui n'est pas fixée. Alors, ce que l'on sait, c'est que entre le cancer et l'hypertrophie bénigne de la prostate, puisque la grosse problématique de la spécificité du PSA est là, c'est qu'il y a des variations, en effet, de pourcentage entre ce PSA total ou ce PSA libre, comme d'autres formes de PSA qui existent dans d'autres tests. Vous avez peut-être entendu parler de l'index-Phi ou du 4K qui utilisent en fait d'autres formes du PSA, qui ne vont pas être le même dans la pathologie bénigne de la prostate que dans la pathologie cancéreuse. Toutefois, ça reste très, très difficile et très probabilistique parce que, en fait, ce rapport PSA sur PSA total a relativement peu d'intérêt. Il faut vraiment qu'il soit très effondré, en dessous de 10 voire 5% pour être vraiment un indicateur de cancer. Et en plus, ce rapport s'effondre aussi s'il y a une inflammation prostatique qui est notre cause de mauvaise interprétation du PSA. Donc, du coup, c'est un test qui a relativement peu d'intérêt aujourd'hui, qui est un peu plus abandonné. Il est souvent fait en biologie systématique pour complémenter, je dirais, le PSA, mais finalement sans avoir un impact de décision clinique important. Je ne sais pas si Pierre, tu veux ajouter d'autres questions. Non, rien de plus, sinon de vous montrer que l'intérêt est minime, puisque c'est même plus remboursé. Donc, pour les laboratoires, donc ça témoigne quand même du peu d'intérêt que ça présente. Bonsoir, merci pour vos interventions, en tout cas, grande qualité. Donc, je suis Bruno West, je suis membre à l'AMACAP, j'ai 66 ans, et donc j'ai été opéré d'un cancer de la prostate en prostatectomie radicale en 2023 avec quelques complications.
J'ai suivi, notamment au début, avec l'intervention du professeur Cusneau, un certain nombre de données chiffrées. Et ces données, en fait, datent d'environ 6 ans, si j'ai bien compris. Elles s'arrêtent en 2018. Pour mon cas, j'ai été opéré en celluloscopie, qui est une technique relativement récente. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'évolutions positives. Est-ce que, comme ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de données chiffrées, est-ce qu'il y aura des données chiffrées plus récentes, des statistiques sur ce qui est cancer de la prostate, maladie de la prostate, etc. Est-ce que des études sont en cours et vont être publiées? Alors, oui, ces études, elles existent, elles sont faites maintenant de façon systématique, puisque toutes les données de la sécurité sociale ont une vocation depuis quelques années d'être publiques et accessibles en effet à la recherche. Et chaque année, en fait, il y a ce chaînage sur les données qui existent, qui permet de voir l'évolution essentiellement des pratiques, puisqu'on n'a pas accès directement, je dirais, à la nature. C'est-à-dire que pour un cancer de prostate, on n'est pas connaître son score de Gleason ou son taux de PSA. Mais par contre, vous savez quelle prescription il y a eu de médicaments, d'examens et ainsi de suite, ce qui vous permet de reconstituer en fait l'histoire du patient et de voir comment les techniques évoluent. Par exemple, parler de la celluloscopie complètement maintenant quasiment disparue puisqu'elle est complètement remplacée par la chirurgie robotique. Mais ça, c'est lié aussi à l'apprentissage des plus jeunes urologues et des nouveaux urologues, puisque forcément, vous appliquez plus tard la technique que vous avez apprise. Voilà, donc, presque plus. Nous avons encore maximum 10 minutes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, pas possible. Bon, allez, on va commencer par le monsieur là qui a levé le premier la main. Je vais me faire des copains là. Bon, ma question devrait être assez courte. Je commence quand même par vous complimenter à nouveau par l'énorme intérêt de ces journées avec des présentations très au goût du jour et informées et malgré tout relativement claires. Moi, je voudrais une petite clarification justement sur une approche qui vient d'être mentionnée dans le dernier exposé, la radiothérapie interne vectorisée. Quelle est son indication actuellement? J'avoue, je suis un petit peu perdu sur la compréhension. Il y a tellement d'options différentes. On a compris la question. Allons-y, docteur. Alors actuellement, c'est en 3e ligne, c'est-à-dire après au moins une ligne de chimiothérapie et une ligne d'hormonothérapie de 2e génération chez des patients qui ont un cancer métastatique qu'on dit résistant à la castration. Donc c'est un stade relativement avancé dans l'avancée de la maladie. Voilà. Ok, question suivante. Rapidos, hein? Oui, rapide, comme d'habitude. Avant tout, ça va être plutôt un témoignage que je vais vous faire après. Mais avant tout, je veux remercier, s'il vous plaît. Je veux remercier vraiment Léa Turpin et le professeur Cusneau. Ils sauront pourquoi. Alors, mon témoignage est le suivant. Grâce au professeur Cusneau, j'ai pu aller en Allemagne faire 2 traitements de Rive là-bas. Malheureusement, j'ai été prévu d'en faire 4 et je n'ai pas pu les faire parce que le Covid est arrivé. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est la question, et je remarque que c'est une étude que vous allez faire, c'est effectivement d'essayer de passer, disons, la Rive avant la chimiothérapie. Et ça, c'est exactement ce que je devais faire en Allemagne. Et ça m'a permis, en 2 séances seulement, de faire 10 mois tranquille après, alors que sur 4, je pense que j'aurais été vraiment encore mieux traité. Donc c'est très efficace. Et ce qui est très efficace, c'est aussi, je pense, de mettre cette Rive à un certain seuil de la maladie, à un certain niveau de la maladie. Voilà. Et après, j'ai eu l'occasion d'en faire effectivement un tenon, mais c'était déjà, ma maladie avait déjà avancé énormément. Voilà, c'était mon témoignage et en même temps ma question. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, comme vous le dites, que
probablement que plus on fait ce type de traitement tôt dans la maladie, plus on potentialise les chances de réponse. Et surtout, on diminue le risque de toxicité. Même si le traitement est bien toléré, forcément, en termes d'anémie et de diminution de tous les globules, lorsqu'on n'a pas eu de chimiothérapie, on est moins à même de développer ce risque de toxicité. Alors moi, je vais vous répondre dans la vraie vie. En France, vous n'aurez pas droit à ce que vous demandez, puisque déjà, avec les conditions d'éligibilité de l'essai-vision, nous n'avons pas assez de centres et nous n'avons pas assez de personnel. En revanche, si vous voulez avoir ceci, vous pouvez aller dans certains pays comme la Suisse et l'Allemagne, mais dans ce cas-là, il faudra payer de votre poche. J'ajoute quand même qu'en France, je reviens d'Italie, je peux vous dire qu'en Italie, ils sont loin d'avoir le nombre de patients qui bénéficient de ce traitement en France. Mais il faut patienter, et avant de remonter les lignes, il faut déjà satisfaire ceux qui respectent ces conditions d'éligibilité. Question suivante. Au fond, là-bas. Ce sera très bref. La toxicité des traitements vis-à-vis du rein, de la fonction rénale, quelle est la limite, enfin, je veux dire, un malade qui est insuffisant rénal, quelle est la limite à partir de laquelle on ne peut plus le traiter avec les différents traitements dont vous avez parlé? Et puis, remerciement global pour toutes vos interventions. Alors, pour ce qui concerne de la radiothérapie interne vectorisée, il n'y a pas de limite en termes de fonction rénale. En général, avec une clairance en dessous de 30, on fait attention. Ça ne veut pas dire que le traitement est impossible, mais simplement, on est un peu plus prudent. On est en train d'explorer un petit peu plus ce domaine avec des données qui ne devraient pas tarder à sortir, mais les toxicités rénales sont rares et pas forcément liées au fait d'avoir une insuffisance rénale préalable. Donc, il n'y a pas de contre-indication en cas d'insuffisance rénale. OK. 2 dernières questions. Au fond, là-bas. Bonjour, donc moi j'étais opéré il y a 10 ans à peu près par NanoKnife et chaque année j'avais... la question, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes pressés là. Excusez-moi, mais il faut poser la question. Oui, la question c'est est-ce que après l'IRM de contrôle chaque année, le TEP scan est vraiment n'est-il pas superflu? Y a-t-il vraiment besoin du TEP scan? Si l'IRM et le PSA sont normaux, il n'y a pas besoin de faire un PET scan systématique. Oui, pourtant le dernier urologue m'a fait faire ça. C'est la réponse du professeur Cusneau. D'accord, merci. Dernière question. Ici, madame. Merci. Dans le cas d'un PSMA, diagnostic suite à récidive, suite à prostatectomie, y a-t-il une différence de sensibilité ou d'efficacité entre les 2 traceurs que vous avez mentionnés, fluor 18 ou gallium 68? Alors, tout dépend des stades de la maladie. Pour ce qui est de la récidive biologique, où justement on a 2 types de traceurs, qui est la TEP-choline ou la TEP-PSMA, les performances de la TEP-PSMA sont meilleures que celles de la TEP-choline. C'est l'examen qui a les meilleures performances diagnostiques. Maintenant, tout dépend du taux de PSA, tout dépend de l'accessibilité du traceur dans les centres. C'est un peu au jugement ensuite du clinicien de prescrire l'examen qui juge au cas par cas comme étant le meilleur pour le patient. Très bien. Nous avons terminé avec ce jeu de questions-réponses. Vous voyez que les 2 sujets les plus importants que nous traitons depuis quelques années, qui sont en amont le dépistage et en aval le recul de l'échec thérapeutique, eh bien, sont les 2 sujets qui nous intéressent toujours et qui seront certainement à l'ordre du jour de l'an prochain. J'en profite quand même pour saluer les laboratoires qui nous sponsorisent et je vous remercie de ce sponsor. Je salue également mes collègues de la CPLP de Poitiers et je vous demande, comme chaque année, d'applaudir par vos acclamations tous les intervenants qui nous accompagnent. Bonne rentrée et à l'an prochain. Et excusez-moi les techniciens là-haut. On est presque à l'heure. Merci.